Salut tout le monde et bienvenue à ce premier de deux vidéos où je vais vous parler des 10 plateaux les plus laids que j'ai vus de ma vie. Dans ce vidéo, je vais couvrir les positions 10 à 6. Là, on va être un petit peu plus dans la controverse. Fait que ceux qui ont écouté mes deux vidéos sur les top 10 des plus beaux plateaux, ça c'est le fun, on est dans le positif, puis on est dans la joie, l'allégresse, puis là vous avez peut-être vu des jeux là-dedans. Ah, moi tout, je le trouve super beau ce jeu-là, cool. Il y a eu beaucoup de commentaires d'ailleurs à cet effet. Mais là, je risque de froisser certaines personnes inévitablement parce que tous les goûts sont dans la nature, puis je vais peut-être démolir certains de vos jeux préférés. Mais écoute donc, j'ai droit à mon opinion, vous avez droit à la vôtre. Deux petites choses avant qu'on commence. La première, c'est des critères ou des limitations que je me suis mis, là, mais en tout cas, faut que ce soit un jeu auquel j'ai joué, ou à tout le moins un jeu que j'aurais pu jouer. Tu sais, je l'ai vu setuper sur une table, le monde m'a dit Hey Marco, ça te tente-tu d'embarquer dans notre game? Ou tu sais là, il était annoncé dans une convention que je suis allé, puis j'aurais pu me joindre à ce groupe de joueurs-là, n'eût été de la laideur absolue du jeu. Fait que, tu sais, je voulais pas me promener sur Board Game Geek, puis dire Wesh, c'est bien laid, c'est un crise de jeu obscur que personne connaît puis que personne a joué, Dieu sait qu'il y en a, là. Fait qu'il faut que ce soit quelque chose que, en tout cas, que j'ai au moins passé proche, que j'ai touché, ou même que j'ai joué. Deuxième critère, je voulais pas retourner très loin dans le temps, fait que c'est facile de trouver des horreurs encore là dans les années 70-80, à l'époque où les budgets, l'esthétisme, en tout cas, toutes sortes de patentes, là, faisaient en sorte que des fois, on avait notre lot de jeux lettres, là. Fait que je me suis mis l'an 2000 comme cut-off, mais par le hasard peut-être des choses, vous allez voir qu'il y a beaucoup de jeux que c'est même 2010 et plus, comme quoi une année de publication récente n'est pas un gage d'esthétisme. Fait que c'est les critères que je me suis donné, là. Fait que ceci étant dit, sans plus tarder, nous allons commencer. Fait que les deux premiers sont dans Tabletop Simulator. Fait que on va partir ça. Donc, on va y aller avec la position numéro 10 qui est suspense. Arkwright. Puis déjà là, peut-être je viens de froisser du monde parce que je sais que c'est un euro qui est quand même assez populaire. C'est un euro complexe, économique. Puis il y a du monde qui en mange de cette affaire-là, là. Euh, Moi, personnellement, puis on dirait qu'avec chaque jeu aussi, des fois j'ai choisi un jeu presque pour faire un point. Puis désolé, mais il y a certains jeux, oui, qui vont payer le prix pour les autres ou qui vont manger une balle pour les autres juste pour me permettre d'illustrer un point. Puis Arkwright représente peut-être tout ce que je déteste dans un euro, là, les petits cubes de couleurs, les petites meeples grises ici, les tracks numériques par-dessus tracks numériques, le thème qui est totalement inexistant. On peut regarder ça pendant bien longtemps sans même savoir de quoi il est question. Là, ici, on a fait un effort au moins de mettre des engrenages puis des cheminées là, qui nous indiquent qu'on est dans l'ère industrielle, fait que j'assume qu'on run une compagnie, là. Mais pour moi, c'est extrêmement abstrait. Puis c'est un genre de jeu encore là où les mécaniques sont venues d'abord, toutes les mécaniques économiques sont venues d'abord, puis après ça, on a dit, tiens, on va dire que c'est ça le thème, juste avant de colisser ça dans la boîte. Au final, je sais pas où on arrête, là. Officiellement, le plateau d'Arkwright, c'est ça. Pour moi, les player boards, c'est pas le dire mieux, c'est un festival d'iconographie encore là, chose que je déteste. Et bon, je comprends la nécessité de cette horreur-là, là, mais si, boire. En tout cas, puis, tu sais, fait que je comprends, là, tu sais, on a un certain nombre d'actions, les actions valent tant, puis là, au lieu de faire la multiplication dans notre tête, on va aller colisser un petit cube ici pour se rappeler c'est quoi notre chiffre, là. Mais bon, fait que euh, je veux pas le bâcher outre mesure, parce que comme je disais, c'en est un, justement, qui me sert à illustrer un propos d'un euro pour moi qui est sec, sans thème véritablement, puis qui est un prétexte pour se casser la tête, puis calculer des affaires, puis bouger des petits cubes sur des tracks. Voilà, c'est dit, ça a été fait. Numéro 10, Arkwright. Numéro 9, on va rester dans Tabletop Simulator. Et je suis quasiment triste de faire ça, mais je dois le faire encore là pour illustrer un point. Mais numéro 9, c'est Defenders of the Realm. Pourquoi je suis triste? Parce que c'est un jeu auquel j'ai joué, celui-là.
Arkwright, là, je m'approcherais pas à ça avec une pole de 10 pieds, là. Mais Defenders of the Realm, j'ai joué, j'ai même joué avec mes enfants quand ils étaient plus jeunes, là. Fait que c'est un jeu qui est très accessible. C'est un jeu classique de type Tower Defense où vous défendez Monarch City, des méchants envahisseurs qui vont apparaître là, aux quatre coins de la map. Vous faites ça avec des héros qui se promènent, qui font des quêtes, qui ramassent des objets, on se tapoche. C'est un bon jeu pour vrai. Mais il y a quelque chose de terne et de fade avec ce plateau-là. Le fond surtout, le background surtout, puis je tenais à avoir un jeu aussi où est-ce que vous... Hey Marco, les petits écussons ici avec les images uniques dedans, t'as dit que t'aimais ça, mais encore là, il y a quelque chose qui est pas vibrant dans ce graphisme-là, puis qui me laisse complètement indifférent, alors que ça devrait être le contraire, parce que l'auteur et le graphiste avaient la chance de travailler avec un univers totalement inventé. Tu sais, des fois, t'es contraint, bon, dans les wargames, t'es contraint au setting historique. Fait qu'on va y revenir plus tard dans ce bottom 10. Mais tu sais, il y a un jeu sur le Vietnam, à un moment donné, le Vietnam, c'est de la crise de jungle. Là. Fait que c'était beau essayer de mettre de la variété, it is what it is. Tandis que ça, ici, il y a toutes sortes d'affaires. Il y a des montagnes, il y a des cours d'eau, il y a des forêts, il y a des plaines, il y a des collines, puis en way donc. Puis malgré tout, pour moi, le graphiste a complètement passé à côté. Puis pour moi, c'est d'autant plus inexcusable qu'on est dans un jeu ici quand même beaucoup plus populaire que la majorité des wargames obscurs que je traite sur la chaîne. Fait qu'il aurait pu avoir un effort additionnel qui est mis pour mettre ça beau. C'est pas à vomir, c'est pas lettre. Son principal défaut, qui est peut-être le pire d'entre tous, c'est d'être plate. Comme je disais, le terne et fade, pour moi, c'est des adjectifs, c'est à peu près les pires adjectifs que tu peux utiliser pour qualifier un board, parce que pour moi, tu es passé à côté d'une opportunité de faire de quoi qui avait de la gueule. Et on focus uniquement sur le board parce que honnêtement, tu sais, les illustrations de méchants puis tout ça, puis les héros puis tout le kit, là, c'est beaucoup plus beau. Fait que peut-être qu'il n'y a plus de budget rendu au board, mais en tout cas, Defenders of the Realm numéro 9 pour l'occasion manquée d'avoir fait d'illustrer un monde de fantasy avec des belles couleurs puis des affaires vraiment tape à l'œil qui donnent le goût de jouer dessus. Il a une chance que le gameplay est pas pire parce qu'autrement, c'est pas par jeu selon moi. Numéro 8. Ah, je trouve ça, là. Ça, je trouve ça. Je me trouve bien comique. OK. The Great Battles of Alexander de GMT Games. Euh, J'espérais fortement qu'ils fassent la cote, puis effectivement, ils l'ont ressorti tellement souvent avec des éditions de luxe puis tout ça, fait qu'il est sorti, je sais pas trop en quelle année, après ça, ils ont fait l'édition de luxe en 95, mais heureusement pour moi, en 2015, ils ont refait une autre édition de luxe où ils ont collissé à peu près toutes les maps possibles et imaginables dedans. Et dans le cadre de cette map-là, vous avez, je sais pas trop, là, la bataille de Gogamela, ou je pense qu'ils appellent ça les Crocus Fields. En tout cas, dans l'Antiquité, là on est avant Jésus-Christ, là, c'est la même affaire avec l'autre titre de Berg, là, les Great Battles of Ancient History, je me rappelle pas trop c'est quoi, en tout cas. Euh, Évidemment, plus une bataille est arrivée il y a longtemps, plus vous avez de chances que ça se passe sur une belle plaine avec des troupes cordées, esti, une en face de l'autre, puis on avance en rang, puis tout ça, là, puis on se tapoche dessus avec classe. Là. Fait qu'on n'était pas à l'époque là, des grandes manœuvres, puis tout le kit, puis de profiter des avantages de terrain, puis tout ça. Là. Fait que... Mais qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Fait que, tu sais, bon, je me trouve bien comique, là, comme je disais, là, mais tabarnak, 100% des hexagones, puis il y en a en calice, 100% des hexagones sont du clear beige avec zéro texture teint. Tu pognes ça, que rendu là, tu peux prendre un apron hostie avec des. Puis crisser des hexagones dessus. Fait que je comprends là, que c'était probablement une grande plaine puis tout ça, là, mais n'empêche, hostie, forcez-vous, tabarnak. Moi, je peux pas. Si je vois ça en partant, il faut que le jeu soit bon en crise pour que je m'intéresse à ça, là, parce que franchement, là, euh, au niveau de l'esthétisme, on repassera. Fait que je le savais qu'il allait avoir une place pour un des jeux de Richard Berg qui se passe avant Jésus-Christ dans cette playlist-là. Là. Puis comme de fait, là, ça n'a pas fallu que je cherche longtemps pour en trouver un. Puis tu sais, honnêtement, le jeu mérite sa place en huitième parce que même pour les maps où vous êtes chanceux, puis vous avez un petit cours d'eau dans le coin, ou une petite colline dans le coin, ou peut-être même si vous êtes chanceux, un petit peu de forêt, là, c'est pas tellement plus beau. Là. Puis il reste que la grande majorité des hexagones vont être
vont être du clear. Fait que, mais voici un cas peut-être où effectivement le graphiste est un peu contraint par l'histoire, mais pour moi, c'est pas une excuse. OK? Fait que j'espère qu'il n'a pas chargé cher à GMT pour faire ça. Là, le map artist de cette affaire-là, j'espère qu'il n'a pas chargé trop cher. Numéro 7, nous avons Blue Water Navy de Compass Games. Le point que je veux illustrer ici, là, moi, là, les maps de type, entre guillemets, satellite, Google Earth, là, que tu as l'impression justement qu'on est allé dans Google Earth, que tu as pris ça, que tu as scalé ça, puis que tu as fait un board avec, je trouve ça épouvantable et dégueulasse. Je trouve ça affreux, cette style d'affaire-là. L'eau qui est évidemment, comme son nom l'indique, une grosse partie de. Il y a beaucoup de combats de sous-marins là-dedans. Là, c'est un jeu là, qu'on appelle là, qui appelle Cold War Gone Hot, là, la guerre froide qui dégénère, puis qui mène à un affrontement entre l'URSS puis l'OTAN. Fait qu'il y a beaucoup de combats de sous-marins, beaucoup de principes de convois qui essayent d'amener des troupes en Europe de l'Est là, qui est en train de se faire, qui se déferle sur le reste de l'Europe. Euh, Fait que l'autre, on s'est pas cassé le bicycle, là, si on a pris là, du bleu, puis on sépare ça, là. Puis comme je dis, le reste de la terre, c'est pas vergeux, là. Tu sais, évidemment, on comprend qu'en Afrique, c'est du désert, là, mais n'empêche, pour moi, c'est pas une excuse. Fait que je peux cacher les counters parce qu'il y en a beaucoup, là. Mais les placeholders pour les bases aériennes, puis pour les ports, ça jure aussi beaucoup, là, avec le rouge, puis le bleu, les tracks, même principe, je trouve pas ça très beau. Fait que franchement, je suis pas impressionné par ce graphisme-là. Le jeu lui-même, petite parenthèse d'une minute, là, vu qu'on a le temps, là, le jeu lui-même est pas pire, il y a beaucoup de potentiel, mais cet auteur-là, je pense que c'est Stuart Tonge, un Britannique en tout cas, là. Hostie, il fait les pires rulebooks. On dirait qu'il se force pour faire des rulebooks épouvantables. C'est incroyable, là. Euh, Si vous allez voir sur le rules forum de ce jeu-là, c'est une question n'attend pas l'autre. L'auteur, à sa défense, est très impliqué sur BGG, va répondre à vos questions sur BGG, mais Chris, j'ai pas tout le temps le luxe, quand je joue à ce jeu-là, d'attendre que monsieur se réveille et vienne répondre à mes questions. Je suis supposé d'être capable d'être autonome le moindrement avec le livre de règles, mais Chris, qui a des trous. On dirait qu'il l'écrit d'une traite sans même se relire, puis bon, c'est fait, enfin, il pogne ça, puis il crée ça dans la boîte. C'est de valeur parce que tous les jeux qu'il fait, on dirait, c'est des jeux qui me parlent avec des cartes, puis tout ça. Il a aussi fait 2 Minutes to Midnight, qui a énormément encore là de potentiel, mais c'est la même affaire, là. Puis bon, entre autres, avec Compass Games, je suis pas étonné, il a été laissé à lui-même, il n'y a pas eu de développement qui a été fait du tout, il n'y a pas eu d'assistance. Puis il l'avoue lui-même, c'est ça qui fait, c'est dur d'y en vouloir. Il l'avoue lui-même, je suis nul pour écrire des rulebooks. Il lance quasiment un cri à l'aide, hostie. C'est un bon designer, mais il est nul pour écrire des rulebooks. Mais à tous les fois, il est, hein, vas-y mon pit, hostie, c'est ton jeu, fais ton rulebook. Mais quand tu l'as pas, tu l'as pas. Fait que Blue Water Navy de Compass Games, position 7. Et position 6, 1985, Under an Iron Sky. Au niveau du thème, c'est la même calice d'affaires, mais là, on est plus au niveau opérationnel qu'au niveau stratégique. Là, on voyait la map du monde puis les convois qui s'en viennent de l'Amérique là, pour venir ravitailler l'Europe. Là. Là, on est encore une fois dans un Cold War gone hot, là, mais ça se passe en Europe. Puis là, vraiment, on est en train de se rentrer dedans au niveau terrestre. Bon, d'abord, les carrés blancs, là, c'est parce que c'est un monstre, c'est un jeu avec beaucoup de maps que vous collez une à côté de l'autre. Là. Puis bon, dans la vraie vie, là, ici, vous verriez le dessus de votre table de cuisine. Là. Et non pas un carré blanc, là, c'est juste que là, il n'y a pas de map qui va là, puis dans Vassal, c'est un carré blanc. D'abord, moi, cette police de caractère-là, je ne sais pas comment qu'elle s'appelle, là, mais c'est une des polices, ça devrait jamais exister, ça devrait être wipé de la surface de la planète, ou ça devrait exister uniquement dans des espèces de manuels techniques pour des machines de production, mais ça, c'est une des polices de caractère que je trouve les plus lettres au monde. Puis c'est tapissé de ça partout dans ce style de jeu-là. Il y a encore, même si c'est opérationnel, il y a encore, on dirait, un petit look Google Earth que jaillit là, au niveau des forêts, je trouve ça laid. Au niveau toutes les hexagones de terrain, je trouve ça affreux. Là. Puis là, je vais cacher les unités pour qu'on puisse voir ça. Mais vraiment, le clou du spectacle, c'est quand vous scrollez, puis vous finissez par pogner la chaîne de montagne ici. Calvaire! Ça, encore là, ça s'invente pas. Là. Comme leader, là, c'est quelque chose. Là. Si, ouais.
Euh, Puis, tu sais, je peux zoomer, là, mais tu sais, je veux dire, ça s'améliore pas en zoomant. Encore là, on voit encore plus cette petite police de caractère-là, là. Fait que, malheureusement, encore là, c'est un jeu qui a quand même, comme tous ces jeux-là, là, c'est un jeu qui a quand même pas mal de potentiel parce qu'on est dans des scénarios hypothétiques. Fait que souvent, les designers peuvent être très créatifs avec ça, là. Mais moi, une map de même, c'est une raison pour. En tout cas, faut que le jeu soit bon en hostie pour que je m'intéresse, pour que je m'y intéresse, parce que moi, une map de même, c'est un gros turn-off dans mon cas, pour m'asseoir, apprendre les règles puis me motiver à jouer là-dessus. Fait que anyway, excusez-la, c'était les 5 premiers. Croyez-le ou non, il y en a 5 plus lettres encore qui s'en viennent dans le prochain vidéo. Laissez-moi, garochez-moi vos tomates dans les commentaires ou peu importe, je suis capable d'en prendre. À plus.